mais la poésie est une sorte de mathématique supérieure, est une langue qu'il faut apprendre comme le chinois ou le russe. Et vous me direz, mais alors, puisque les gens ne parlent pas cette langue, pourquoi écrivez-vous cette langue? Parce qu'on rencontre une quantité d'âmes qui sont à notre longueur d'onde, et en somme, l'excuse d'écrire, c'est qu'on se fait des amis à travers le monde, aux quatre coins de l'univers. Et pour moi, le poète n'est que la main-d'œuvre de forces secrètes qui l'habitent, et il est évident que la plupart des poètes se veulent conscients, c'est-à-dire ne veulent pas admettre qu'ils ne sont que les scribes de cette force mystérieuse dont je parle. Et cette force mystérieuse n'est pas l'inspiration. L'inspiration, les gens s'imaginent que cela vient de quelque ciel. L'inspiration vient du fond de nous-mêmes, de notre nuit. Et nous sommes tous habités par une nuit que nous connaissons très mal, et même par un personnage qui est nous, un nous profond que nous connaissons très mal. Nous connaissons beaucoup mieux notre nous de surface. Et il est évident que ce nous de surface doit se mettre aux ordres de ce nous des profondeurs pour qu'il arrive à écrire cette langue qui est la pointe du langage et qui est peut-être la plus haute forme d'expression qui existe au monde, la poésie. Mais par exemple, le génie, les gens pensent que c'est Hugo, Goethe, enfin ces grands monstres. Mais je crois que le génie est beaucoup plus répandu. Il y a une quantité de jeunes qui ont du génie et qui ne savent pas s'en servir. Et d'ailleurs, je vais vous citer un mot très curieux de Raymond Radiguet. J'avais une grande admiration pour la comtesse de Noailles, qui, à mon avis, est un très grand poète. Et Radiguet me disait non, 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 je ne veux pas la lire parce qu'elle gâche du génie. Vous avez toujours mené de front alors le dessin ou la peinture et la littérature? Oui, parce que quand un véhicule s'encrasse, eh bien, j'en adopte un autre. C'est ce que Stravinsky appelait chercher une place fraîche sur l'oreille. Il dit, si on dort toujours la joue sur le même endroit de l'oreiller, l'oreiller se chauffe, alors on cherche une place fraîche. Et jamais je ne mélange les genres. Enfin, quand je fais un film, je ne fais pas de théâtre. Quand je fais du théâtre, je ne fais pas de dessin. Quand je fais des dessins, je ne fais pas de tapisserie. Quand je fais des tapisseries, je ne fais pas de film, etc. En général, je ne mélange jamais les travaux. Les travaux d'ordre plastique ou les travaux d'encre, ce sont différentes manières, différents véhicules que la poésie prend pour sortir de nous. Jean Cocteau, êtes-vous un homme heureux? Eh bien, oui, si tant est que le bonheur existe. Et si on admet que le bonheur est un mélange de couleurs claires et sombres qui tournent à toute vitesse et dont il résulte du blanc. Et vos ennemis, avez-vous conscience d'en avoir? Oui, j'ai beaucoup d'ennemis, mais un poète sans ennemis ne serait pas un poète. Il en résulte que le véritable poète est suivi par une chasse à courre et une meute qui le traque et qui l'oblige à courir vite et à faire ses détours et ses zigzags qui finissent par être son style et son originalité. Souvent même, des haines sont une sorte d'amour à l'envers, et il arrive, lorsque les yeux du cœur s'ouvrent de part et d'autre, qu'une longue attente fasse des amitiés plus solides. C'était mon cas, comme je vous l'ai dit, avec la plupart des surréalistes. Après 20 ans de mésentente, et comme ils défendaient en groupe des valeurs que je défendais seul, je suis devenu le meilleur ami d'Éluard, de Desnos, d'Aragon, de Max Ernst, et de jeunes qui suivaient le mouvement sans le comprendre. Seulement, les ennemis médiocres ne comptent pas.